Salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. Bon, ça a l'air que nos éditoriaux, depuis qu'on les a mis en vidéo, commencent à faire réagir pas mal. Quelquefois à des endroits assez inespérés. Bon, ben ma foi, pourquoi pas. Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un peu de pédagogie, parce que semble-t-il que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Alors, on va le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, mesdames, messieurs? Flat tax for dummies. Oui, on va vous expliquer c'est quoi un taux d'imposition unique. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal, semble-t-il, à comprendre pourquoi on voudrait viser ça comme une vraie mesure de droite au Québec. Donc, je vais tout de suite aller, si vous me le permettez, à celui qui est l'auteur d'un livre où on a parlé du taux d'imposition unique il n'y a pas tellement longtemps, dans les années 2000, un dénommé Maxime Bernier. Oui, le même. Oui. Donc, son objectif, et là je le cite, c'était de présenter une alternative au système actuel d'imposition du revenu des Québécois, qui est progressif, qui est basé sur des taux d'imposition progressifs, qui comprend des nombreux échappatoires légales, tels que les exemptions, les déductions, les crédits d'impôt. En faisant ça, il voulait démontrer que ce système-là, c'est excessif, c'est inéquitable, c'est inefficace et c'est complexe. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. L'alternative proposée quand on amène la flat tax, ça respecte 4 principes. 4. Simple, clair, de la fiscalité dans une société libre, qui devrait aussi être quelque chose qu'on souhaite avoir. Le principe qui veut que l'impôt ne soit pas excessif, le principe de l'équité, la neutralité et de la simplicité. Parce que voyez-vous, notre rapport avec l'État est assez tordu. Et là, je vais m'adresser à mon ami, je ne veux pas personnaliser ça, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien au demeurant, à mon ami Denis Julien du RLQ. Okay? Pourquoi je m'adresse spécifiquement à lui? Parce que je pense qu'il va être bien placé pour comprendre. Denis est fiscaliste. Dans un monde idéal, un fiscaliste, ça ne devrait pas exister. Je pense qu'il sera le premier à l'admettre. Le fiscaliste, c'est un peu le goon, le gardien, le bouncer, en tout cas, l'agent que tu engages pour faire face au gouvernement. Parce qu'il connaît les règles, il connaît les entourloupettes et tout ça. Je ne dis pas lui spécifiquement, là, mais un bon fiscaliste, normalement, connaît tout ça. Alors que le lien que le gouvernement a avec ses citoyens devrait être beaucoup plus simple que ça. La relation que vous avez avec votre gouvernement, c'est, regardez, là, quand vous allez au dépanneur, vous achetez de la gomme, il y a une taxe, vous payez cette taxe-là, that's it. Que vous achetiez un paquet de gomme ou une Lamborghini, ça devrait être le même taux de taxe. Et c'est comme ça sur de la taxe de vente. Alors pourquoi l'impôt ne fonctionne pas comme ça? Pourquoi? Parce que le gouvernement, avec ses différents moyens de coercition, veut vous imposer un comportement. Veut dire, si vous faites des enfants, on va faire un petit échappatoire. Là. Si vous placez votre argent de cette façon, on va vous faire un petit échappatoire. Là. Si vous achetez des REER, qui est la forme privilégiée d'économie que le gouvernement veut que vous fassiez, on va vous donner un petit échappatoire. Là. Si vous donnez vos enfants en garde dans une garderie d'État, dans un CCCPE, on va vous donner un petit échappatoire. Là. Pas une garderie privée. Là. Non, pas pour ouvrir ces gens-là, l'économie de marché, à la liberté, voyons donc. Non, dans un CCCPE, et là, le gouvernement va être là pour vous. Par ces petits moyens-là, le gouvernement veut vous influencer dans les choix que vous faites dans votre vie. Pourquoi? Pour faire plaisir à des lobbies. Parce que les lobbies, c'est différentes personnes, comme je disais dans de précédents éditoriaux. Les gens qui crient le plus fort ont l'oreille du gouvernement. Les gens qui crient le moins fort, fuck you. C'est ça qui arrive. C'est ça, la réalité, vous le savez comme moi. Alors, en disant avec l'impôt, gouvernement, tu ne te serviras plus des impôts, qui dans le fond est ta forme principale d'intrant. Donc, tu ne te serviras plus de l'impôt pour faire de l'engineering social. Dans le fond, l'histoire de la flat tax, c'est une mesure, bien sûr, économique, mais au-delà de ça, c'est philosophique. Mais évidemment, pour croire à cette philosophie-là,
Parce que moi, je ne suis pas un philosophe fonctionnaire. Je pense, comme beaucoup d'entre vous, qui êtes des entrepreneurs et tout ça, vous faites face à la réalité. Vous avez une petite entreprise, vous savez combien c'est compliqué d'avoir à dealer avec les différentes réglementations fiscales du gouvernement. D'ailleurs, vous êtes obligé de vous engager un fiscaliste, un comptable, des gens pour vous gérer tout ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça devrait être la simplicité même. Il y a rentré tant d'argent, tu dois tant au gouvernement, merci, bonsoir, pour les services communs. C'est tout. C'est tout. Mais des gens ne comprennent pas encore ça. Pourtant, en plus, avec ça, pensez-y 2 secondes. En ayant un impôt progressif, tu fais juste pénaliser les gens. Tu fais juste dire aux gens, ben écoute, si on met ça progressif, ben tu vas travailler jusqu'à temps parce que si tu travailles plus d'heures, vu que ton taux d'imposition va monter, ben tu vas être moins payé. Et vous savez très bien que beaucoup de gens qui nous écoutent présentement, c'est ce qu'ils font. Ils arrêtent de travailler. Le Québec, comme le dit un ancien premier ministre, Lucien Bouchard, a un très, très gros problème de productivité. On ne travaille pas assez d'heures. On ne travaille pas assez fort. Et pourtant, ce n'est pas qu'on n'est pas capable, mais ce n'est pas payant pour nous de travailler fort. Donc, à ce moment-là, pensez-y, là, normalement, tu travailles plus, tu gagnes plus d'argent. Tu travailles moins, tu gagnes moins d'argent. C'est-tu un principe niaiseux, mais c'est-tu un principe universel, ça, un peu? Ça devrait être comme ça. Ben non, il y en a qui ne le comprennent pas encore. Alors, vous voyez, quand je parle de ça, puis je ne suis pas en train de dire que si un gouvernement de droite vient qu'à s'installer au Québec, tu fais ça le lendemain. Non, c'est quelque chose à viser. C'est quelque chose où, tranquillement, en éliminant les différentes agences du gouvernement qui veulent faire de l'engineering social, mais tranquillement, par la force des choses, tu réduis ton gouvernement parce que tu réduis ces différents incitatifs-là. Et à ce moment-là, tu pourras taxer les gens d'une façon beaucoup plus juste, beaucoup plus correcte et beaucoup plus équitable. C'est pas l'évidence. D'ailleurs, il y a plusieurs États américains qui font ça. Et il y a plusieurs provinces canadiennes. L'Alberta le fait. Et le Nouveau-Brunswick commence tranquillement à rentrer dans le bal aussi. Parce qu'il y a des jeunes qui disent, oui, mais au Québec, on ne sera pas capable parce que l'impôt fédéral, lui, il n'est pas, c'est pas une flat tax. Ben oui, c'est pas grave. Ça les empêche pas, eux autres, de faire ça. Il y a des gens qui disent aussi, ces mêmes gens, et ça, écoutez, je pense qu'il faut nommer les choses. C'est des gens qui proviennent du RLQ. Heureusement, pas tous. Pas tous, parce qu'il y en a plusieurs qui me disent « JF, qu'est-ce que j'entends là? Ça me déprime, voyons. » Mais oui, parce qu'il y a des gens, voulez-vous, que voulez-vous, ils veulent avoir des jobs, ils veulent faire plaisir à tout le monde, veulent essayer, et la façon de faire plaisir à tout le monde, c'est de préserver avec un peu de favoritisme, c'est de préserver les acquis de chacun. Mais c'est pas comme ça qu'on doit faire de la politique. Et il y a de ces mêmes gens qui disent, puis j'ai entendu ça parce qu'on m'a envoyé une clip hier, puis j'étais renversé d'entendre ça. Il faut viser le centre si on veut gagner, il faut s'en aller davantage au centre. Réalité 101. Okay. Vous avez quelque chose qui s'appelle la fenêtre d'Overton, the Overton window, on dit en anglais. La fenêtre d'Overton au Québec, c'est l'endroit où se passent généralement les débats. Vous avez la gauche, vous avez la droite. Et vous avez la fenêtre d'Overton qui se déplace entre ça. Je vais donner un exemple, encore une fois, que tout le monde connaît. En 1976 arrive le Parti québécois. Et dans ces années-là, le Parti québécois tire la fenêtre d'Overton vers la gauche. Pourquoi? Parce qu'avec les syndicats, les acquis sociaux, un gros État, ça fait partie de leurs valeurs. Donc, ils ont tiré tranquillement l'opinion publique vers eux. Et la fenêtre d'Overton du Québec, fin des années 70, se tenait pas mal dans ce coin-là. Et là, d'autres gens, tranquillement, font déplacer le débat. Par exemple, l'Action démocratique, à un moment donné, au début des années 2000, commençait à parler, entre autres, de flat tax, de bons d'éducation. Ils ont déplacé, ça c'est la DQ est à droite dans ce temps-là, déplacé la fenêtre d'Overton là-dedans, et ils ont eu même des sondages à l'époque, dans le coin de 40%. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que des gens sont campés dans des positions, ici, à gauche, à droite, et tirent l'opinion publique, ce qu'on va appeler le centre. Parce que le centre, c'est pas une opinion politique. Vous avez des Amir Kadir d'un côté, des Partis québécois dans le temps qui étaient plutôt à gauche, le Parti québécois là maintenant est en grosse crise. Donc, mais on va dire qu'Amir Kadir et sa gang sont à gauche. Donc, ils tirent très fort de leur côté. Ils ont des gens qui vont manifester. Ils ont des syndicats avec eux. Ils ont des groupes féministes, etc., etc. Puis ça va tirer très, très fort de ce côté-là. C'est correct.
Vous avez de l'autre côté à droite des gens qui sortent aussi. Vous avez, il n'y a pas tellement longtemps, la coalition pour la liberté en éducation. Ils ont été des milliers de personnes à sortir dans les rues et à dire, nous, que le gouvernement nous impose des cours de religion d'État, on est contre ça. C'est un groupe de droite. Ils sont sortis, ils sont même en Cour suprême, ils sont en train, peut-être, je l'espère, en tout cas, gagner leur cause face aux commissions scolaires. Et donc, ces gens-là tirent à droite, tirent la fenêtre à droite. Est-ce que vous avez vu des gens manifester au milieu? On veut plus ou moins d'État, on veut conserver certains acquis sociaux, mais baisser nos impôts, là. Mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de camper au centre. Ça n'existe pas. Le centre, c'est des gens qui suivent plus ou moins la politique. C'est des gens qui, par phénomène d'entraînement, vont aller d'un côté ou de l'autre. C'est les gens qui sont dans la fenêtre d'Overton. Et ces gens-là, tu veux les tirer vers toi. Tu veux amener, mais en les tirant vers toi, c'est pas en allant parler au centre, donc en ayant un discours de gauche, un discours de droite. Non. C'est en parlant à droite, en disant que, hey, notre discours, il est pas mal sexy, puis il est pas mal crédible. Puis là, les gens vont dire, hey, ça a donc bien de l'allure. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait décider pour nous-mêmes, pour nos enfants, par rapport au cours d'éthique et culture religieuse. Ça n'a pas d'allure. Bon, nous, ça ne nous intéresse pas. Ouais, nous autres, que des gens aient des échappatoires payent des taxes, on trouve pas ça le fun, on trouve ça niaiseux. C'est vrai, ça a donc bien du bon sens. Et là, tranquillement, vous les amenez vers vous. C'est comme ça que ça marche. Je vais vous donner un exemple. Il y en a qui ne croient pas ce que je dis. OK. Regardez au sud de la frontière, vous avez un groupe qui s'appelle les Tea Parties. Les Tea Parties, franchement, là, des gens qui vont se dire ouvertement, j'adhère à la pensée du Tea Party, je suis prêt à sortir et à manifester, puis tout ça pour un Tea Party. Il y a quoi? Il n'y a même pas 5% des Américains qui pensent Tea Party. Mais ils sont très vocaux, hein, et on les entend très fort. Ils tirent vers eux l'opinion publique. Ils ont tiré vers eux le Parti républicain. Et comme par hasard, qui aurait pensé ça? Alors qu'au moment, avant l'élection d'Obama, vous aviez un candidat républicain qui disait « Oui, mais moi, je m'entends tellement bien avec les démocrates, je suis bipartisan, là, tu sais, je suis le candidat de tout le monde, John McCain. » Pourtant, John McCain, il avait tout pour se faire aimer, c'est un héros de guerre et tout ça. Mais il a trop voulu aller ratisser large. Je suis bipartisan. Mais le monde l'a envoyé chier, ils ont élu Obama. Avec raison. Pourquoi? Pas parce qu'Obama était un candidat qu'on souhaitait avoir, mais parce qu'Obama, à la limite, il a été un petit peu plus clair dans son discours. Bon. Et là, vous aviez un autre candidat qui était mou et qui ne savait pas trop ce qu'il faisait. Là arrivent les Tea Party. Les Tea Party radicalisent. Les salauds, ils radicalisent des radicaux! Oui! Ils radicalisent un petit peu le discours en ayant vraiment un discours plutôt à droite, très libertarien, parce que la fondation du pays aux États-Unis, quand vous regardez la Constitution américaine, c'est un acte de foi libertarien. Lorsque ces gens-là invoquent la Constitution, donc ont cette politique de droite, disent aux gens, hey, regardez, là, la fondation de notre pays, c'est pas pire, là. Dans le fond, tout le monde veut immigrer aux États-Unis, on a eu une économie intéressante, on a eu une vie intéressante, tout ça. Je pense qu'on a un projet sexy. Comme je vous dis, c'est peut-être 5% du monde, mais tranquillement, ils amènent la population vers eux. Et comme par hasard, au midterm, ils ont renversé les démocrates. Et vous savez quoi? À la prochaine élection présidentielle, je donne pas cher de la peau de Barack Obama. Parce que s'ils réussissent à placer un candidat qui va, justement, rendre ça sexy, ils vont les amener vers eux, les gens qui votent d'un endroit à l'autre. Mais pour faire ça, tu t'en vas pas au centre. Si tu rentres dans la fenêtre, tu peux pas tirer. Tu es obligé d'être là si tu veux tirer la fenêtre vers toi. Ce que je vous dis là, c'est une évidence même. N'importe quel observateur, politologue pourra vous dire que c'est l'évidence. Mais pourtant, il y a des gens qui veulent faire de la stratégie. Il y a des gens là, qui pensent, comme on a pensé à l'ADQ depuis 17 ans, on va faire de la stratégie, puis on va parler là quand c'est payant de parler là, on va parler là quand ça va être payant de parler là. Mais regardez ce qui arrive. Les seules fois où l'ADQ a scoré un petit peu dans les sondages. Puis l'idée, c'est pas juste de scorer gros, parce que l'idée, c'est d'avoir un bon Québec. Mais les seules fois où l'ADQ a scoré gros, comme par hasard, où elle a amené des gens vers elle, c'est où elle a eu un petit peu un discours de droite. En 2002, l'ADQ est monté à 40%. En 2007, il y avait cette histoire d'accommodement raisonnable, ils se sont positionnés plus ou moins clairement, mais en tout cas dans la perception, il y avait une position identitaire qui était assez ferme. Ça a amené les gens vers l'ADQ, par désœuvrement, comme je vous dis, les gens vont balancer. Et c'est à ce moment-là, c'est le discours qui avait été préparé dans les mois précédents, qui avait été le plus cohérent là-dessus.
Dès qu'ils ont été élus, ils ont lâché ça. Ils n'ont plus parlé des accommodements raisonnables. Les gens sont partis. Est-ce que ces gens-là étaient des gens de droite? Non. C'était des gens qui se promènent d'un parti à l'autre. Le swing vote. Mais pour que le swing vote reste avec toi, il faut que tu maintiennes tes positions. Il faut que tu tires la fenêtre. Il faut que tu tires la fenêtre, que tu restes fort et cohérent. Puis là, les gens vont voir quand tu es fort et cohérent que tu es une bonne solution. Bien, ce que je vous dis là, encore une fois, c'est une évidence. Mais pourtant, il y a des gens qui ne le comprennent pas encore, qui vont continuer de dire que si tu es là et que si tu maintiens des principes, qui sont des principes partagés par tous les partis conservateurs dans le monde, ben que tu es un hystérique, que tu connais rien, que c'est pas... Vous pouvez personnaliser tant que vous voulez, mais vous savez qu'on a raison. Et vous savez que c'est comme ça qu'on fait de la politique. Et c'est surtout comme ça qu'on va améliorer, qu'on va réformer le Québec. C'est certainement pas en mettant un genou à terre. C'est certainement pas en essayant de dire « je fais plaisir à tout le monde pour essayer d'avoir un job ». Écoutez, on ne fait pas ça pour avoir un job. On fait ça pour nos enfants et ultimement pour nos petits-enfants. C'est la seule raison pourquoi on devrait faire de la politique, pas pour avoir des nominations. Salut tout le monde.